Édith Piaf est un monument de la chanson française, responsable de nombreux classiques tels que La vie en rose, Milord, La foule et Non, je ne regrette rien. Pourtant, derrière ces mélodies inoubliables se cache une vie marquée par une profonde tristesse et des épreuves. Née dans la pauvreté et abandonnée par sa mère, les premières années de Piaf furent remplies de luttes et de négligence. Son enfance tumultueuse dans les rues grises de Paris a non seulement façonné sa voix puissante, mais aussi les paroles poignantes qui ont résonné chez des millions de personnes. Rejoignez-nous pour explorer la vie tragique et la mort prématurée de cet artiste emblématique, dont le talent extraordinaire a été forgé dans les feux de l'adversité, laissant une empreinte indélébile sur le monde de la musique. Une vie ombragée par la douleur de l'enfance. Édith Piaf, née Edith Giovanna Gassion le 19 décembre 1915 à Belleville, un quartier pauvre de Paris, a eu une vie marquée par la dureté et la pauvreté dès le départ. Ses parents étaient des artistes de rue vivant une vie précaire et misérable. Sa mère, Annetta Maillard, connue sous son nom de scène Lynn Marsa, était une chanteuse de rue sans carrière stable, tandis que son père, Louis-Alphonse Gassion, était un artiste de cirque qui a servi dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. L'enfance d'Édith était loin d'être paisible et ses luttes ont eu un impact direct sur son éducation. Dès sa naissance, Piaf a été privée de l'affection de sa mère. Annetta Maillard montrait peu d'intérêt à élever sa fille et est partie quelques semaines après la naissance d'Édith pour poursuivre sa carrière de chanteuse incertaine, laissant sa fille aux soins de sa grand-mère maternelle. Cette grand-mère, d'origine italienne, vivait dans la pauvreté et ne pouvait pas s'occuper convenablement de la jeune Édith. Pendant ce temps, Piaf était négligée et a grandi dans la privation et la solitude, endurant le froid émotionnel de ceux qui l'entouraient. En 1917, alors qu'Édith n'avait que 2 ans, son père est revenu de la guerre et l'a amenée vivre avec sa propre mère, Louise Gassion, à Bernay, en Normandie. Louise tenait un bordel, et l'enfance de Piaf, dans cet environnement, était tout sauf ordinaire. Elle a grandi entourée de travailleuses du sexe, une partie unique de son expérience de vie précoce. Malgré les circonstances inhabituelles, ces femmes ont montré beaucoup d'affection et de soin à Piaf. C'est ici que Piaf a d'abord révélé son talent musical. Bien que Louise gère le bordel, elle aimait profondément sa petite fille. Cependant, la vie demeurait difficile. Piaf a été exposée dès son jeune âge aux dures réalités de la société, mais elle était entourée par la chaleur des femmes qui y travaillaient. Elle la traitait comme une personne spéciale et encourageait même ses talents de chanteuse naissante, l'écoutant chanter et soutenant ses rêves de musique. À l'âge de 6 ans, Piaf a contracté une kératite aiguë, perdant temporairement la vue. Ce fut une période particulièrement difficile pour elle et sa famille. Sa grand-mère et les femmes du bordel l'ont emmenée en pèlerinage à Lisieux, un lieu sacré, pour prier pour sa guérison. Croyant à un miracle, elles ont amené Piaf sur la tombe de Sainte Thérèse, connue pour ses pouvoirs de guérison. Les femmes ont frotté de la terre provenant de la tombe de la Sainte sur le front de Piaf, et quelques jours plus tard, sa vue est revenue. Cet événement spirituel a eu une signification durable dans la vie de Piaf, et elle retournerait à Lisieux chaque année pour prier et rendre grâce. En grandissant, Piaf accompagnait souvent son père lorsqu'il réalisait des numéros de cirque dans les rues et les espaces publics. Au cours de ces années, elle a commencé à réaliser que la musique et la scène pouvaient être sa voie pour sortir de la pauvreté. Elle a commencé à chanter dans les rues de Paris aux côtés de son père, et ces expériences l'ont aidée à perfectionner sa voix puissante et émotive. Ses chansons étaient profondément influencées par la douleur, le chagrin et les expériences difficiles de son enfance. La découverte. En 1935, la vie d'Édith Piaf a pris un tournant transformateur lorsqu'elle a été découverte par Louis Leplay, le propriétaire de l'un des nightclubs les plus célèbres de Paris, le Jernies. Leplay, une figure bien connue du monde du spectacle parisien, avait un œil pour le talent, et une réputation pour promouvoir les étoiles montantes. Un jour,
Alors qu'il flânait dans les rues de Paris, le destin l'a conduit à croiser une jeune femme chantant sur le trottoir, une voix si frappante, si pleine d'émotion, qu'elle l'a arrêtée sur place. Cette femme était Édith Piaf. Leplé a immédiatement été captivé par le talent brut et naturel de Piaf. Sa voix, bien que peu travaillée, portait une intensité émotionnelle qui résonnait profondément chez quiconque l'écoutait. Ce qui a le plus frappé Leplé, c'était le contraste entre son apparence petite et presque fragile et la puissante voix bouleversante qui émanait d'elle. Ce contraste lui conférait un attrait intrigant et presque mystérieux, ce qui, selon Leplé, lui permettrait de se démarquer dans la scène musicale parisienne compétitive. Reconnaissant son potentiel, Leplé a invité Édith à se produire dans son prestigieux nightclub, lui offrant la chance de s'éloigner des rues et de se mettre sous les projecteurs. C'est également Leplé qui lui a donné le nom de scène emblématique, la Môme Piaf, signifiant « le petit moineau ». Ce surnom capturait parfaitement sa petite stature tout en symbolisant la résilience et la force de son esprit. C'était un nom qui deviendrait synonyme de sa carrière, marquant le début de sa transformation d'artiste de rue en étoile montante. Leplé a pris Piaf sous son aile, la guidant à travers les subtilités de la performance dans un cadre professionnel. Il a reconnu que, bien que sa voix soit extraordinaire, sa présence scénique avait besoin d'être affinée. Il a travaillé avec elle pour renforcer sa confiance, lui enseignant comment captiver un public avec plus que sa voix, mais aussi avec son comportement, ses expressions et ses mouvements. Sous son mentorat, Piaf est devenue une performeuse confiante, capable de transmettre les émotions brutes de ses chansons avec chaque geste et chaque note. Le premier concert d'Édith Piaf au Gernisse a été un succès retentissant. Le public était fasciné par son interprétation émotionnelle et l'authenticité qu'elle apportait à ses performances. Ses chansons, souvent remplies de thèmes d'amour, de perte et de difficultés, touchaient le cœur de tous ceux qui les écoutaient. La capacité de Piaf à puiser dans son propre passé difficile et à insuffler à ses performances un sentiment authentique la distinguait des autres artistes de l'époque. Elle est rapidement devenue une sensation à Paris, et la nouvelle de son talent s'est répandue bien au-delà des murs du Gernisse. Malgré son succès nouvellement acquis, Piaf est restée humble et reconnaissante pour l'opportunité que Leplé lui avait offerte. Elle a continué à se produire régulièrement dans son club, où elle a développé une base de fans fidèles. Des gens venaient de toute la ville pour entendre chanter le petit moineau, et sa renommée a commencé à grandir. Il semblait que Piaf était sur la voie de devenir une grande star. Cependant, juste au moment où la carrière de Piaf commençait à décoller, la tragédie a frappé en 1936. Louis Leplé, l'homme qui l'avait découverte et mentorée, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Sa mort a choqué le monde du spectacle et Édith Piaf, en raison de sa relation étroite avec lui, a été entraînée dans le scandale. Les médias se sont rapidement emparés de l'histoire et Piaf s'est retrouvée sous un intense regard public. Elle a été interrogée par la police dans le cadre de l'enquête et bien qu'elle n'ait eu aucune implication dans l'incident, la frénésie médiatique entourant l'affaire a endommagé son image publique. Le scandale a constitué un revers majeur pour Piaf, et pendant un temps, il semblait que sa carrière naissante pourrait être terminée avant même d'avoir véritablement commencé. La presse l'a présentée comme une figure entourée de controverses, et certains publics ont commencé à prendre leur distance avec elle. Cependant, malgré les défis et la mauvaise presse, Piaf a refusé d'abandonner. Elle avait déjà lutté à travers des épreuves et était déterminée à poursuivre son parcours musical. Après une période de discrétion, Piaf est revenue sur scène, cette fois avec encore plus de détermination à prouver sa valeur. Ses performances, désormais imprégnées de la douleur de la perte et du regard public, étaient les plus puissantes que jamais. Le public a commencé à la voir non seulement comme une chanteuse, mais comme une survivante, une femme qui avait affronté d'immenses défis et en était ressortie plus forte. Sa voix, déjà reconnue pour sa profondeur émotionnelle, portait désormais un poids encore plus grand et ses performances résonnaient avec les gens à un niveau profond.
Bien que la mort de Leplé ait été un chapitre sombre dans la vie de Piaf, cela n'a pas éclipsé l'opportunité qu'il lui avait donnée, ni le rôle qu'il a joué dans sa carrière. Sa foi en son talent avait ouvert des portes que Piaf franchirait pour le reste de sa vie. De bien des manières, sa découverte de Piaf a été le catalyseur de son ascension pour devenir l'une des chanteuses les plus grandes et les plus appréciées de France et du monde entier. La douleur d'une mère et le prix de l'amour. Édith Piaf est souvent célébrée pour ses chansons passionnées et sa vie amoureuse tumultueuse. Cependant, son histoire est également marquée par une perte personnelle profonde, notamment l'expérience déchirante de la maternité. Elle est devenue mère à l'âge tendre de 17 ans. Sa fille, Marcelle, est née le 11 février 1933 de Piaf et de son partenaire, Louis Dupont, un maçon devenu livreur. Bien que leur relation ait commencé par une romance juvénile et excitante, elle est rapidement devenue tendue. Thomas Chaline, dans son livre « À quoi ça sert l'amour ?», Piaf amoureuse, décrit comment Dupont luttait contre l'ambition de Piaf de poursuivre une carrière de chanteuse, tandis qu'il souhaitait qu'elle se conforme à un rôle domestique plus traditionnel. Ce choc des attentes a finalement créé une rupture entre eux, conduisant Piaf à quitter Dupont et à emporter Marcelle avec elle. Cependant, leur séparation était semée de défis. Dupont, se sentant trahi et désespéré de garder le contrôle, a recouru à la coercition, menaçant Piaf en affirmant qu'il lui empêcherait de voir Marcelle à moins qu'elle ne retourne vers lui. Piaf s'est retrouvée dans une situation insupportable, contrainte de prendre la douloureuse décision de renoncer à sa fille pour le bien de sa propre liberté. Cette décision a laissé de profondes cicatrices émotionnelles et les luttes ultérieures de Piaf en matière d'amour résonneraient souvent avec la perte de Marcelle. Tragiquement, Marcelle est décédée à l'âge de 2 ans d'une méningite tuberculeuse le 7 juillet 1935. Piaf a été dévastée par la mort de sa fille, et dans un moment de désespoir, elle a ensuite admis avoir eu recours à la prostitution pour financer les funérailles de Marcelle. Cette perte est devenue un tournant significatif dans la vie de Piaf, influençant sa musique et son expression émotionnelle pendant des années. Le chagrin d'Édith est devenu le fondement de certaines de ses chansons les plus poignantes. Après le décès de Marcelle, Piaf a déversé son cœur brisé dans son travail, canalisant sa tristesse dans des performances profondément émouvantes. Des chansons comme La vie en rose et L'hymne à l'amour sont souvent interprétées comme des réflexions de sa vie tumultueuse et de la douleur émotionnelle qu'elle portait. Les thèmes de l'amour, de la perte et du désir dans sa musique résonnent avec l'impact profond que ces expériences ont eu sur son art. Un chagrin sans fin, l'amour et la perte d'Édith Piaf. Après sa brève relation avec Dupont, Édith Piaf tomba amoureuse de plusieurs autres hommes, dont le célèbre boxeur Marcel Cerdan. Ils se rencontrèrent en 1947 et leur connexion fut immédiate et dévorante. Cerdan, champion sur le ring mais aussi marié, rendait leur liaison à la fois passionnée et complexe. Malgré les circonstances, Piaf et Cerdan tombèrent profondément amoureux et leur histoire devint le sujet de tous les commérages à Paris. Piaf considérait souvent Cerdan comme l'amour de sa vie, et il était clair que leur lien était unique, bien différent de tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Leur romance était jalonnée de moments d'affection intense et de rêves partagés. Piaf, qui avait déjà commencé à s'affirmer en tant que chanteuse adorée, trouva en Cerdan un compagnon qui admirait sa force et sa résilience. Cerdan, de son côté, était captivé par la vulnérabilité de Piaf et la manière dont elle exprimait ses émotions à travers sa musique. Le couple partageait une profonde compréhension de leurs luttes respectives, tous deux issus de milieux modestes et ayant réussi à atteindre la célébrité par leur détermination.
Au début de 1949, Piaf et Cerdan achetèrent leur première maison ensemble, un manoir aux 5 rue Gambetta à Boulogne-Billancourt, pour 19 millions de francs provenant d'un milliardaire ruiné. C'est là qu'elle vécut avec Simone Berthaud et écrivit « Hymne à l'amour », qu'elle interpréta pour la première fois sur scène en septembre 1949. Peu après, elle rompit avec son inséparable compagne, Momone, au profit de son amour pour Cerdan. Tragiquement, le 28 octobre 1949, Cerdan décéda dans un accident d'avion alors qu'il tentait de la rejoindre à New York. Cette perte dévastatrice la laissa le cœur brisé et rempli de culpabilité, car elle l'avait incité à prendre un vol plutôt qu'un bateau plus lent. Suite à sa mort, elle souffrit d'une polyarthrite aiguë et prit de fortes doses de morphine pour soulager sa douleur, chantant ensuite « Hymne à l'amour » et « Mon Dieu » en sa mémoire. Elle accueillit chez elle les 3 enfants de Cerdan, ainsi que leur mère, Marinette. Le chagrin causé par la mort de Cerdan laissa une empreinte indélébile sur le cœur de Piaf. Elle se tourna vers sa musique comme un moyen de traiter cette douleur écrasante. Ses chansons, déjà connues pour leur profondeur émotionnelle, prirent une qualité encore plus poignante après le décès de Cerdan. Le cœur brisé de Piaf trouva sa voix dans ses performances et elle y mit toute sa peine. L'une de ses chansons les plus célèbres, La vie en rose, devint un symbole de cette période de sa vie. Une ballade à la beauté troublante capturant l'équilibre fragile entre amour et désespoir. Bien que la chanson ait été écrite plus tôt dans sa carrière, elle résonna encore plus profondément après la mort de Cerdan, reflétant son cœur brisé. Après Cerdan, Piaf continua de chercher l'amour, mais il semblait que le chagrin serait un thème récurrent dans sa vie. Elle eut une série de relations tumultueuses avec des artistes et des hommes qui, comme elle, vivaient au bord de la célébrité et de la destruction. L'un de ses amants, l'acteur Yves Montand, était également une étoile montante en France à l'époque. Leur liaison fut passionnée mais brève, car leur carrière les tirait dans des directions opposées. La relation de Piaf avec Montand l'aida à obtenir de la reconnaissance, et elle était fière de faire partie de son succès. Cependant, cette relation prit fin, laissant Piaf soigner une nouvelle blessure émotionnelle. Une autre relation significative dans la vie de Piaf fut avec le chanteur Charles Aznavour, qui deviendra par la suite une figure légendaire à part entière. Piaf prit Aznavour sous son aile, l'aidant à lancer sa carrière, et les deux partagèrent un lien étroit qui, pour beaucoup, allait au-delà de la simple amitié. Bien que la nature de leur relation ait souvent été sujette à spéculation, Aznavour resta un compagnon fidèle pour Piaf tout au long de sa vie, même lorsque sa santé commença à se détériorer dans ces dernières années. Contrairement à ses autres romances, ce lien était empreint d'un profond respect et d'une compréhension mutuelle, bien qu'il fût également teinté de la douleur de ses pertes passées. Dans les années 1950, Piaf épousa Jacques Pils, un chanteur qui avait également connu un succès considérable. Bien que leur mariage ait été empreint de compagnonnage, il manquait de la passion ardente qui avait caractérisé ses relations antérieures. Malgré leur union, Piaf continua de lutter contre des sentiments de solitude et de désespoir. Le couple finit par divorcer et les combats de Piaf avec la dépendance et la maladie ne firent qu'empirer par la suite. Pils demeura une figure de soutien dans sa vie, mais leur relation n'offrait pas la satisfaction émotionnelle qu'elle recherchait désespérément. Plus tard dans sa vie, Piaf connut une connexion romantique brève mais significative avec Théo Sarapo, un chanteur grec de 20 ans son cadet. En 1962, les deux se marièrent, à la grande surprise du public en raison de leur écart d'âge. Malgré le regard critique du public, Sarapo était dévoué à Piaf, restant à ses côtés alors que sa santé commençait à décliner rapidement. L'amour de Sarapo lui apporta une certaine paix dans ces dernières années et leur relation était marquée par une affection et des soins authentiques.
Cependant, au moment de leur rencontre, Piaf était déjà affaibli par des années de stress physique et émotionnel. Sa santé fragile projeta une ombre sur leur mariage et Sarapo, bien que profondément amoureux de Piaf, devint davantage son soignant que son partenaire égal. L'accident de voiture qui a changé sa vie. Au milieu des années 1950, alors que la carrière d'Édith Piaf atteignait des sommets, sa santé faisait face à de nombreux défis. Un accident de voiture survenu en juillet 1950 allait bouleverser sa vie à jamais. Le 6 juillet 1951, Piaf se produisait à Rouen, où elle recevait toujours un accueil enthousiaste de son public. Après le concert, elle décida de rentrer à Paris en voiture avec plusieurs amis et collègues du monde du spectacle. Sur l'autoroute, un camion entra en collision frontale avec le véhicule de Piaf. À l'époque, les dispositifs de sécurité de la voiture étaient insuffisants et Piaf ne portait pas de ceinture de sécurité, ce qui provoqua son éjection de son siège. La collision violente entraîna une pelvis fracturée, des os brisés dans sa main gauche et d'autres blessures à travers son corps, en particulier à la tête. Après l'accident, Piaf perdit connaissance sur les lieux. Ses amis dans la voiture appelèrent immédiatement une ambulance et elle fut transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins. À l'hôpital, les médecins procédèrent à plusieurs opérations urgentes pour traiter les blessures graves de Piaf. Elle subit des heures de chirurgie dans un effort pour réparer ses blessures sévères et sa convalescence devint un défi ardu. Durant son séjour à l'hôpital, Piaf endura non seulement la douleur physique, mais lut également contre des sentiments de solitude et de désespoir. Elle était coupée de la scène, un monde où elle brillait toujours et était adorée. Cette perte exacerba sa descente dans la dépression. Pour atténuer sa douleur, les médecins prescrivirent de la morphine, un puissant analgésique. Bien qu'elle lui apportât un certain soulagement, elle entraîna également une dépendance. Cette reliance sur la morphine devint un problème majeur dans la vie de Piaf au cours des années suivantes, marquant le début de ses luttes contre l'addiction. Une vie dans l'ombre. Les dernières années d'Édith Piaf furent marquées par des défis de santé et une dépendance croissante aux substances, qui finirent par assombrir sa carrière illustre. Malgré son talent extraordinaire et l'admiration qu'elle recevait de fans du monde entier, ses luttes personnelles devinrent de plus en plus sévères. Suite au tragique accident de voiture de juillet 1951, Piaf entreprit un long et ardu processus de rétablissement. Sa relation avec la morphine évolua rapidement d'une nécessité médicale à une dépendance sévère. Elle devint de plus en plus dépendante de cette drogue, l'utilisant pour échapper à la douleur physique et émotionnelle résultant de l'accident et de sa santé déclinante. Cette dépendance ne devint pas seulement un combat personnel, mais commença également à impacter sa carrière. Les performances de Piaf devinrent erratiques, avec de nombreux rapports indiquant qu'elle apparaissait ivre ou sous l'influence de drogue, ce qui affectait la qualité de son chant et sa présence sur scène. Sa dépendance fut aggravée par une lutte de longue date avec l'alcool, qu'elle avait utilisé comme mécanisme d'adaptation bien avant. Piaf avait une relation compliquée avec l'alcool, le consommant souvent lors de fêtes et durant ses performances pour calmer ses nerfs. À mesure que sa dépendance à la morphine s'intensifiait, sa consommation d'alcool augmentait également. Ces deux substances créèrent un cycle vicieux de dépendance, entraînant un déclin supplémentaire de sa santé. La douleur physique n'était pas le seul défi auquel elle était confrontée. Sa dépendance à la morphine et à l'alcool conduisit également à des crises mentales profondes. Piaf, autrefois enveloppée dans l'admiration et le glamour de ses fans, se sentit de plus en plus seule et isolée. La douleur de ses blessures et la honte liée à sa dépendance la plongèrent dans un état de dépression sévère. Elle se sentait souvent détachée de ce monde de la scène où elle avait autrefois brillé et était au centre de l'attention. Cette perte approfondit son sentiment de désespoir.
Elle endura également des pertes déchirantes de proches, notamment son premier amour, Marcel Cerdan, décédé dans un accident d'avion en 1949. La douleur de ces pertes la hantait, la poussant à rechercher le réconfort dans les stimulants pour engourdir l'angoisse qui rongeait son âme. À la fin des années 1950, la santé de Piaf s'était considérablement détériorée. Son apparence changea dramatiquement. Elle devint frêle et faible, un contraste frappant avec l'image forte et charismatique qu'elle avait autrefois. Les répercussions de ces années d'abus d'alcool et de drogue entraînèrent des problèmes de santé sévères. Des rapports indiquèrent qu'elle souffrait de cirrhose, une affection exacerbée par sa consommation d'alcool et de drogue. Sa voix, autrefois puissante, devint tendue, et elle éprouvait souvent des difficultés durant ses performances, s'appuyant souvent sur son charme personnel pour établir un lien avec le public, malgré sa santé déclinante. Les dernières performances de Piaf étaient un témoignage de son talent extraordinaire, mais elles étaient également teintées de tristesse, alors que les fans et les critiques reconnaissaient la gravité de l'impact de son mode de vie sur sa santé. Bien qu'elle continuât à aspirer à l'excellence sur scène, sa santé déclinante affectait profondément sa performance. Un dernier adieu aux moineaux de Paris. Le 10 octobre 1963, à 13h10, Édith Piaf s'éteignait à l'âge de 47 ans dans sa maison provençale à Place Cassier, un quartier isolé de Grasse, suite à la rupture d'un anévrisme causé par une insuffisance hépatique. Affaiblie par des excès, l'alcool, la morphine, l'arthrite rhumatoïde et les souffrances d'une vie, elle décéda près de sa nurse, Simone Margantin, dans les bras de Danielle Bonnel, sa secrétaire et confidente tout au long de sa carrière. Ses derniers mots auraient été « Chaque putain de chose que nous faisons dans cette vie, nous devons en payer le prix ». Le transport de son corps vers son appartement au 67 boulevard Lannes à Paris fut organisé clandestinement et illégalement, dans une ambulance fournie par la mère supérieure de la clinique Cannes-Laboca. Cela visait à créer l'illusion qu'elle avait passé ses derniers jours dans sa ville natale. Sa mort fut annoncée officiellement le 11 octobre 1963 à Paris, à l'aide d'un faux certificat de décès post-daté par son médecin, Claude Bernet de Laval, indiquant le 11 octobre à 7 heures, le jour suivant sa véritable mort et non à Grasse. 6 heures après cette annonce, son ami Jean Cocteau, avec qui Édith Piaf avait entretenu une correspondance, décéda également. Bien que le moineau Piaf ne vole pas dans le même ciel que l'ange Cocteau, il déclara en entendant la nouvelle « C'est le navire qui coule. C'est mon dernier jour sur cette terre. » Il ajouta « Je n'ai jamais connu un être qui ait été moins avare de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la donnait, jetant de l'or par les fenêtres. » La presse publia la fausse nouvelle selon laquelle Édith Piaf est décédée dans son lit, boulevard Lannes, accompagnée d'une photographie de son visage entouré d'une horrible écharpe maintenant à peine son menton. L'infirmière Margantin perpétua la légende en racontant aux journalistes qu'avant de mourir, Piaf était lucide, joyeuse et pleine d'idées de chansons. Théo Sarapo permit à la foule, qui avait assiégé les portes de l'immeuble du boulevard Lannes dès que la nouvelle avait éclaté à la radio, de venir rendre hommage en petits groupes au cercueil placé sur un catafalque dans la bibliothèque, où parents et inconnus, principalement des femmes, défilaient sans relâche pendant 2 jours, tandis qu'à l'extérieur, des bouquets et des hommages floraux s'accumulaient sur le trottoir. L'organisation de ces presque funérailles nationales fut supervisée par Louise Amadé, conseiller technique du préfet de police de Paris et parolier et ami de la chanteuse, qui veilla à ce que la circulation soit suspendue le lundi 14 octobre. Le cortège funéraire du boulevard Lannes au cimetière du Père-Lachaise fut accueilli par un demi-million de personnes. L'inhumation eut lieu au Père-Lachaise sans cérémonie religieuse. Étant donné que l'artiste vivait en contradiction avec les valeurs morales du catholicisme, étant divorcé et menant une vie sexuelle tumultueuse, l'Église catholique refusa de lui accorder des funérailles religieuses.
Le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, écrivit qu'elle vivait dans un état de péché public et était une idole du bonheur préfabriqué. Cependant, personnellement, le chapelain du théâtre et de la musique, le père Touvenin de Villaret, lui accorda une dernière bénédiction au moment de l'inhumation. Le cortège était précédé de plusieurs limousines, suivies du corbillard et de bus chargés de fleurs. Stoïquement, un détachement de la Légion étrangère accueillit le convoi funéraire avec les drapeaux levés et au garde-à-vous. Au moins 40 000 personnes, dont Marlène Dietrich, vinrent rendre un dernier hommage au cimetière. En franchissant les barrières, la foule devint hystérique, submergeant le service de sécurité. Les fleurs furent piétinées et des jeunes grimpèrent aux arbres et au mausolée Bruno Cocatrix, bousculés, tombant dans la tombe. Piaf fut embaumé avant son enterrement. Le fossoyeur plaça des objets personnels de la chanteuse à côté de son cercueil. Un lapin en peluche, un béret de marin, une cravate en soie verte, une statuette de Sainte Thérèse de Lisieux, un épaulette de légionnaire et une carte postale de la chapelle de Milly-la-Forêt portant une dédicace de Jean Cocteau. Merci de votre attention. La vie d'Édith Piaf était un puissant mélange de talent, de passion et de douleur, laissant derrière elle un héritage musical indélébile. Quelle est votre chanson préférée d'Édith Piaf? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes.